Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à des gens qui méritent d'être connus. Alors aujourd'hui, je reçois Denis Boissier. Bonjour. Bonjour. Alors Denis Boissier, vous êtes né en 1956, vous êtes romancier et dramaturge. Vous êtes entre autres l'auteur du dictionnaire des anecdotes littéraires au Rocher et de l'affaire Molière, donc en 2004 aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vos pièces et feuilletons sont diffusés sur France Culture et vous êtes également l'un des responsables du site L'affaire Corneille-Molière sur www.corneille-molière.org. C'est bien ça ? Exactement. Et enfin, vous êtes l'auteur du chapitre Corneille est-il l'auteur des chefs-d'œuvre de Molière dans le petit dictionnaire des débats interdits mais légaux dont j'ai écrit les 15 autres chapitres. Et puis, plus récemment, et c'est l'objet de votre invitation, vous êtes l'auteur dans l'encyclopédie ouverte de Google, qui s'appelle Knoll, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, Knoll, d'une longue et passionnante étude sur Alexandre Dumas. Alors, j'ai lu donc cette longue et passionnante, qui fait à peu près une trentaine de pages une fois qu'on le met sur du A4, donc c'est pour dire le travail que vous avez mis, parce que tout ça est gratuit. Oui, c'est une synthèse d'un ouvrage de 200 pages en fait. D'accord. Et j'ai noté que, bon, d'une part, il y avait quelques similitudes avec le cas Molière, c'est peut-être ça qui vous y a fait vous intéresser. Mais ma première question, vous allez pouvoir y répondre. Ma première question, c'est avez-vous vu le film qui est sorti sur cette affaire Dumas, en fait, avec, on découvre, moi j'ai découvert comme ça, avec Auguste Maquet et Gérard Depardieu dans le rôle d'Alexandre Dumas et Benoît Poelvoorde dans le rôle de Maquet. Avez-vous vu ce film et qu'en avez-vous pensé ? Je n'ai pas vu ce film pour une bonne raison, je ne vois jamais les films à leur sortie. Parce que j'entends tellement parler de ces films que je sais que mon jugement sera faussé. Par contre, j'ai relu 3 fois en fait la pièce de théâtre d'où est tiré le scénario du film, et je pense qu'à ce stade-là, pour moi, la pièce de théâtre me suffisait puisque c'était quand même l'essentiel du film. Et la pièce de théâtre est excellente. Très bien. Alors, pouvez-vous nous parler de votre thèse ? Bon, ce n'est pas ma thèse personnelle, même pour Molière, ce n'est pas non plus une thèse personnelle, simplement c'est une évidence, lorsqu'on veut bien ne pas se leurrer et ouvrir les yeux et voir la réalité toujours de l'époque dans laquelle on se place, là c'est le 19e siècle pour Alexandre Dumas, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé et que Alexandre Dumas porte aujourd'hui un nom glorieux, ce qui n'a jamais été le cas à son époque, et surtout que derrière ce nom, à son époque, on savait très bien ce qui se cachait, un peu comme aujourd'hui, si vous voulez, l'affaire Sulitzer, mais en beaucoup, beaucoup plus grand, car effectivement, Dumas était un monstre d'appétit, un conglomérat, et presque même une histoire de mafieux, car à lui seul, il a réuni plus de 600 ouvrages sous son nom, et quand on dit ouvrages, il faut quand même penser que c'était des tirages qui représentaient chacun 300 pages, donc 600 fois 300 pages, vous imaginez, plus 18 000 si je ne me trompe. Voilà, plus divers ouvrages, dédicaces, présentations, préfaces, pièces de théâtre, etc. Enfin, c'est un monopole, et Dumas a été l'homme du 19e siècle qui a représenté ce que la bourgeoisie avait de plus capitaliste comme état d'esprit et esclavagiste, et il a été reconnu pour tel. Seulement, comme il gagnait beaucoup d'argent, évidemment, il a été soutenu. Et ce qui est triste, et c'est là où je m'insurge, et d'autres s'insurgent avec moi, même avant moi, c'est que de cet homme qui a représenté effectivement une force capitalistique en France, est aujourd'hui honoré comme s'il était le poète pur, comme s'il était un Charles Baudelaire, même un Arthur Rimbaud. Il a toutes les qualités, toutes les vertus. Sauf qu'on n'ose pas dire que derrière tout ça, il y a un homme qui a été vil, qui a profité de la faiblesse et de la pauvreté de 60 à 90 nègre, qui a été l'esclavagiste dans le mauvais sens et malheureusement dans le sens le plus précis du terme, c'est-à-dire qu'il a nié que l'œuvre d'art et l'artiste puissent avoir une âme à lui et avoir des droits. Le droit à exister, ne serait-ce. Il a tout accumulé sous son nom, dont il se moquait d'ailleurs, parce qu'il aurait préféré s'appeler de la pailletterie, parce que monsieur en plus n'était pas du tout républicain, ce qu'on voudrait croire aujourd'hui. Enfin, on se retrouve avec un homme qui n'était pas républicain, mais qui était esclavagiste, qui n'était pas écrivain, mais qui était industriel. Enfin, on se retrouve avec quelqu'un qui est le contraire complet de la belle image que nous avons aujourd'hui, dont on a fait une panthéonisation. Justement, encore plus triste. Quand on lit votre longue et passionnante étude, comme je l'ai dit, on se dit, mais ce n'est pas possible, Denis Boissier a une dent contre Dumas parce que, je vous cite, il est physiquement impossible que M. Dumas écrive ou dicte tout ce qui paraît signé de lui,
Ça, c'est ce que vous écrivez? Non, c'est ce que, C'est ce que vous écrivez. Mirecourt écrit et que je cite. Oui, Et parce que vous qu'à citez. cette époque-là, Mais déjà, on vous le avez savait. validé. D'accord. Oui, oui, bien Mais- sûr, j'invalide mais- complètement. Vous avez validé, et en même temps, vous dites, mais c'est Maquet qui a tout écrit. Non, attendez. Il a Alors, tout comment écrit, oui. lui-même Là, on va tout pas vite. Il n'a pas écrit tout. Il a écrit tous les grands succès. Un peu D'accord. comme Corneille a écrit très certainement toutes les pièces principales, au style cornélien d'ailleurs, de Molière. Oui. Autant les principales œuvres de Dumas, notamment le Comte de Monte Cristo, notamment les Trois Mousquetaires, sont écrites effectivement par Auguste Maquet, qui est l'équivalent de Corneille, qui est un homme admirable, mais qui par honneur et pour diverses raisons qui ne sont pas toutes d'ailleurs louables, a préféré rester dans le secret, tant et si bien que le jour où il a senti qu'il fallait qu'il change d'attitude et qu'il s'est montré au grand jour, plus personne n'a voulu de lui. Alors on lui a fait payer durement cette Oui. lâcheté, parce que les vrais artistes le trouvaient lâche. Et c'est vrai que Maquet a eu ce tort, mais Dumas a eu tous les autres torts. Alors, vous dites, cela dit, que Dumas fut obligé de reconnaître en 1845, devant la Société des gens de lettres, c'est-à-dire officiellement, Mais officieusement, mais entre gens du métier, voilà, des gens du métier. qu'Auguste Maquet était son collaborateur attitré, et ce fut, vous dites, sa seule réelle victoire. Auguste Maquet, oui. Et il ne souhaitait pas ça. Honnêtement, Ouais. il rêvait de son mentor, car Auguste Dumas était le père spirituel d'Auguste Maquet. Il faut bien imaginer un homme de caractère féminin, très jeune, n'ayant aucune chance de réussir. De notre côté, un homme qui avait les pieds absolument partout, qui avait un pouvoir, une allonge de bras extraordinaire. Voilà. Donc évidemment, il devait tout à Dumas. Et Dumas en a bien profité. Et Maquet était d'accord. Merci. Seulement, ce que Maquet souhaitait en fin de vie, fin de carrière, c'est que Dumas reconnaisse tout simplement qu'il pouvait mettre son nom à côté du sien, même dessous, à côté, rien, D'accord. rien de plus. Il lui pardonnait tout. Mais Dumas, engagé dans cette démesure d'orgueil, n'a pas pu. C'était trop. Après tout, il s'était dit, j'ai fait la gloire de tous les gens qui tournent autour de moi, c'est quand même grâce à moi, je mérite tout, point final. C'était la mentalité esclavagiste et capitaliste du 19e siècle. Ouais. N'oubliez pas, les chevaliers d'industrie, c'est cette époque-là. Ce n'est plus la nôtre. Aujourd'hui, tout le monde tournerait le dos. À Sulitzer, si Sulitzer se prétendait toujours encore aujourd'hui l'auteur de tout, il a écrit La Grande Et Vertu. lui, il a reconnu. Oui, voilà, Il a il était honnête, puis notre époque ne lui aurait pas permis. Ouais. Mais à l'époque de Dumas, l'argent permettait tout. D'accord. Vous savez très bien. Hein. Je ne suis pas spécialiste comme vous, mais j'ai quand même une question, parce que si tout ce que vous dites est vrai, et après tout, pourquoi pas, comment est-ce que, malgré tout, Dumas est arrivé là où il est arrivé? Il faut bien qu'il ait fait montre d'un certain nombre de qualités, notamment d'écrivain. Oh non, ne croyez pas Ah ça. Non, non, c'est le prince d'Orléans qui a fait sa carrière. Comme Molière a eu la chance inouïe d'être le favori et le bouffon de Louis XIV, Alexandre Dumas était le bouffon du prince d'Orléans, le futur roi des Français. Il lui doit tout. Et le bon caractère de Dumas, c'est qu'il lui a vite retourné le couteau dans le dos. Hein. Il lui a présenté d'abord, pour avoir plus d'atouts, le prince a dit non, ça suffit, si vous ne me faites plus rire. Et dès qu'il a été possible, Dumas il lui a planté le couteau dans le dos. Après, il est revenu, puis il est reparti. Enfin, c'est un homme qui change de casaque tout le temps. Ouais. Et qui change de nègre tout le temps. Et le secret de Dumas, ce que les Dumasiennes ne veulent pas reconnaître, parce qu'ils ont vraiment une idolâtrie dans les yeux, c'est qu'il était malin. Pourquoi faire par un nègre un livre? Pour que le nègre dise après c'est moi? Courons pas le risque. Tu me fais mon livre, je prends ton livre, je le fais refaire par un autre, je le fais demander à un troisième de m'ajouter 3 chapitres, je demande à un quatrième de me revoir ça, D'accord. et je demande à un cinquième de faire une pièce de théâtre sur ça. Ouais. Voilà. Alors, quand même, il gardait d'une part Maquet comme nègre attitré. Oui, c'était un ami quand même, il faut quand même pas Un ami. oublier, il y avait un rapport Et puis, personnel. Par ailleurs, bon, vous dites Dumas au Panthéon, c'est une gifle donnée à tous ceux qui y dormaient du sommeil du juste. Oui. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Mais non, qui est un ami au Panthéon? À part, bon, Voltaire qui était esclavagiste, et là aussi on aurait de quoi discuter, il aurait mieux fallu peut-être mettre Diderot dans Lambert, mais bon, il y a quand même des hommes bien. Dumas, honnêtement, s'il y en avait un que je n'aurais pas choisi, c'est Dumas, parce qu'au niveau de la littérature, il est exactement ce qu'Al Capone est au niveau du commerce occulte. D'accord. C'est une honte. Il est sympathique, mais Al Capone aussi, on le voyait sortir de l'église, donner sa petite prière. Seulement, bon. Dumas n'a tué personne. après. Non, là aussi, vous voyez, vous avez la mentalité du 19e siècle. Effectivement, il n'a tué personne. Mais moralement, Non, parce que le le mal contraire qu'il a avec fait, Al Capone. il a tué beaucoup. Mais Al Al Capone a Capone, tué des gens, on hein. n'a jamais prouvé qu'il avait tué. C'est un homme très très bien, vous savez très bien. Il a eu ses sectaristes aussi. Hein. Ouais. On applaudissait Al Capone. Je veux dire, quand on est capable d'applaudir des Médicis, des Al Capone et des Dumas, tout est gagné pour eux. Ouais. Dumas, le mettre au Panthéon, c'est une honte. On parle après de mettre Albert Camus.
Je comprends que la fille d'Albert Camus, si elle connaissait bien la vie de Dumas, elle réfléchit à 2 fois, on fait rentrer n'importe qui à ce moment-là. C'est vrai que Dumas était mulâtre. C'est une qualité sans doute. Enfin, on parle de Dumas mulâtre ou on parle de Dumas écrivain. Bon, si on parle de Dumas homme d'affaires, bravo. Il faut même le mettre à la bourse, le côté. Mais alors, il faut avoir le patriotisme des catégories. Le Panthéon, je trouvais que c'était un endroit où on mettait des hommes qui avaient une âme d'une noblesse exceptionnelle. Mais vous êtes d'accord que les œuvres qu'on attribue aujourd'hui à Dumas, à tort ou à raison, parce que les faits sont les faits malgré tout, c'est-à-dire que c'est bien signé par Dumas et c'est ce qui revient. Mais la signature, vous êtes comme un marchand de tableaux. Il n'y a que la signature qui compte. Alors comme ça, on se retrouve avec 600 tableaux de Van Gogh. Donc, vous dites qu'il faut mettre Maquet au Panthéon Non, mais Maquet ne souhaitait pas ça. Maquet souhaitait simplement qu'on veuille bien reconnaître qu'il avait quand même travaillé pour une petite part. Dans une dédicace, Dumas a eu le courage, et en fait... il n'avait pas fait attention à la portée. Il a marqué, vous qui avez écrit la majeure partie. La majeure partie du livre en question des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Oui, bon, c'était gentil, effectivement. Dumas n'a pratiquement rien écrit. Dumas. Et recopié, par contre. C'était un homme étonnant. Hein. Vous savez qu'il a changé de femme tout le temps, il a changé d'éditeur, il a changé de nègre. Il n'avait qu'une seule passion qui lui a fait gagner sa vie. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'il a été reconnu par le prince d'Orléans. C'est qu'il n'est pas qu'il avait de talent. Il savait très bien recopier. Il avait une très très belle écriture et ça a plu pour... Il est devenu secrétaire ainsi. Et il a gardé ce principe-là. Il recopiait tout. Seulement, évidemment, emporté par sa vie et les centaines d'ouvrages qu'il publiait, il ne pouvait plus. Donc, évidemment, c'est là où il a eu des problèmes, parce que Maquet montrait évidemment ses manuscrits. Alors évidemment, Dumas avait triché. Il avait obligé Maquet à écrire ses manuscrits sur son papier à lettres à lui. Mais bon, ça pouvait convaincre personne, l'écriture est ce qu'elle est. Par contre, ce qu'il fera, Dumas, c'est qu'il va engager son propre fils, Alexandre Dumas fils, à devenir son propre revoiteur, car son fils avait la même écriture que lui. Donc ça lui permettait de doubler encore la façade, de faire croire qu'il pouvait être réellement l'auteur. C'est une industrie. Alors. Mais c'est une industrie. Alors, comme on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, j'ai une dernière question à vous poser, parce que pour l'affaire Molière, vous vous inscrivez dans une... on pourrait même parler de tradition maintenant, depuis Pierre-Louis, c'est 1919. Ça fait une centaine d'années, oui. Voilà, vous inscrivez dans une ribambelle d'écrivains, de poètes et d'hommes de théâtre. Et de chercheurs, exactement, en sciences, qui ont remis en question la paternité des œuvres de Molière. Mais alors, dans le cas de Dumas, est-ce que vous vous inscrivez dans une... Ou est-ce que vous révélez des choses, vraiment? Ou est-ce que c'était déjà... Oui, non, il y a eu quelques prédécesseurs, bien évidemment. Mais, si vous voulez, Dumas, c'est pas pareil. Alexandre Dumas, c'est le 19e siècle, ça nous touche. Oui. Alors, on vit encore avec la même industrie technique pour les livres. La Sulitzer est une création d'aujourd'hui, c'est le Dumas d'ailleurs. Un ministre l'avait remarqué, ça en jouant sur les mots sans doute, c'est le Dumas d'aujourd'hui. Molière, c'est le 17e siècle, on a quand même du recul. Et on peut le classer dans la catégorie histoire passée. Réellement, bien qu'il y ait toujours les dévots de Molière qui vont vous arracher les yeux. Mais en fait, c'est quand même du passé, c'est le 17e siècle. Avec Dumas, on ne peut pas faire ça. Et il y a des Dumasiens qui ont pouvoir sur rue et sur cour et sur amphithéâtre. Ils sont très très puissants et on ne peut pas écrire contre Dumas, on ne peut pas écrire contre Molière. Les éditeurs ont peur. Mais il y a l'esprit mafieux existe toujours à l'université. Ouais. Elle s'est formée comme ça, la Sorbonne aussi d'où elle sort. Hein. N'oubliez pas que c'était les inquisiteurs au début. Et ça n'a jamais vraiment changé l'universitaire française, à la différence des Canadiens ou d'autres pays. L'université est très très fermée. Celui qui prépare votre thèse vous fait enlever. Nous le savons puisque nous avons des moliéristes avec nous. Nous savons surtout pour un historien qui s'appelle Gérard Mouret, que lorsqu'il a préparé sa thèse sur Molière, où il a recensé toute l'évolution sur Molière, dès qu'il parlait de Corneille, on lui a demandé de l'enlever. Et sur Dumas? Alors sur Dumas, c'est pareil, vous ne pourrez pas publier. Il y a eu un prédécesseur qui a réussi à publier un petit livre aux éditions Bartilla, bon, petit tirage et tout. Et il y a eu ce livre. En quelle année? Et là, en 2002, la date exacte, j'en suis plus sûr, mais je crois que c'est 2000 ou 2002. Et Bernard Filaire, bon, il a eu le courage de le dire, mais personne n'a soutenu. On aura tout le monde contre soi. On se dit, puisque Dumas est au Panthéon, encore, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va s'amuser à essayer de dire la vérité? La vérité ne rapporte ni argent, ni respect. Bon, malheureusement, il y a des hommes comme moi, et sûrement comme Bernard Filaire, qui préféreront la vérité à tout le reste. Aux honneurs. Oh, surtout aux honneurs, quand on voit qu'on les donne à Dumas, mon Dieu. En tout cas, ce sera le mot de la fin, mais en tout cas, vous avez eu votre quart d'heure de célébrité. Je vous remercie. Et donc, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Auguste Maquet vous remercie aussi, j'imagine. Et sa famille et ses descendants, j'imagine. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt.